Eh bien, merci d'être là pour cette fin d'après-midi. On a une petite heure de table ronde pour vous entendre un peu sur tout ce qui s'est dit depuis tout à l'heure, depuis 14 heures. Tu peux t'asseoir si tu veux te mettre là. Je préfère rester debout. Voilà. Joël Salaberry ne peut pas venir. Oui, j'ai entendu que donc la FNCCR ne serait pas là. Tu peux éventuellement parler en son nom. Oui. Ah bah je peux parler en son nom, oui. Parce que tu sais un petit peu ce qu'elle avait envie de dire. Bon, je te donnerai la parole en dernier. De raconter, effectivement. Mais en dernier. Normalement, je suis compétent, mais bon. Et donc l'idée, c'est de vous entendre un petit peu sur ce que vous pouvez attendre d'un tel programme et surtout de l'élargissement du programme BIM du PUCA vers le CIMEL Team, notamment au sein de vos différentes structures, mais aussi dans le lien que vous pouvez avoir avec l'administration en charge des questions de construction, d'aménagement et d'urbanisme, des différents opérateurs avec lesquels vous travaillez et bien sûr des collectivités locales. On en parlera du côté de France Urbaine comme du côté de l'association des élus du sport, en tant que responsable d'un certain nombre de projets, en tant que maîtrise d'ouvrage ou amené à déléguer de la maîtrise d'ouvrage, c'est des projets de réhabilitation, de construction et de la gestion d'équipements. On va donc commencer ce tour de table par Sébastien Tison, qui est conseiller en charge de la culture, du numérique, de la participation citoyenne et du sport. Ça tombe bien, c'est vraiment le sujet du moment. Pour vous entendre donc au nom des grandes villes, France Urbaine, c'est l'association des grandes villes de France, villes et intercommunalités, y compris les métropoles. Comment ce programme et ces enjeux nouveaux de la modélisation numérique à l'échelle des quartiers et des territoires peut être un levier pour les collectivités locales pour favoriser la mise en œuvre de transition ou de transformation de l'action publique et bien sûr l'inclusion ou la cohésion sociale dans les grandes villes. Je vous écoute. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis Sébastien Tison, je suis conseiller à France Urbaine, donc une association qui représente principalement les grandes villes et les métropoles, mais également leurs espaces ruraux. Et ça, c'est très très important dans nos travaux et notamment sur les sujets numériques. On a justement une commission numérique qui regroupe beaucoup d'élus, principalement les adjoints au numérique des grandes villes, les VP numériques des métropoles. Je dois vous avouer, depuis plusieurs années, maintenant que je suis les travaux de près de la commission, les démarches BIM, c'est pas forcément un sujet, c'est pas le sujet le plus traité en tout cas au sein de notre commission, mais il y a un énorme intérêt justement puisque la démarche BIM Sim Team désormais concorde et corrobore justement avec énormément de sujets pour le coup qui sont traités, des sujets à la fois techniques mais également politiques. De façon assez globale, je dois dire que la démarche, elle s'ancre assez naturellement justement dans l'agenda politique qui est le nôtre et qui est celui des collectivités, donc en lien avec la sobriété énergétique. On voit que c'est un sujet qui est au sein de l'agenda politique européen, national et local. Ces derniers temps, et plus particulièrement pendant la crise sanitaire, on a énormément travaillé sur les contrats de relance et de transition écologique, notamment les CRTE, donc ça vise à donner une gouvernance locale, ou en tout cas un support de contractualisation entre l'État et la collectivité signataire, surtout au niveau de l'EPCI. Et ça, c'est important parce qu'on voit que le numérique aussi, au niveau de l'EPCI, c'est quelque chose qui se développe énormément. Donc voilà, on a travaillé à ça. Il y a bien sûr le fonds vert d'1,5 milliard qui a été annoncé récemment, dont on demande la traduction et pour lequel on est aussi concerté. Et je suis sûr, voilà, il y aura vraiment des liens évidents à faire avec la démarche BIM Sim Team. Je reviendrai de toute façon après sur les dispositifs ou en tout cas justement les initiatives qui peuvent vraiment être intégrées dans la démarche. Et je vais laisser bien sûr le sport à Landes, mais c'est vrai que là on a vraiment une grosse actualité sur les équipements sportifs et notamment les piscines et les patinoires qui sont vraiment tributaires des coûts, de la hausse des coûts des matières premières et surtout de l'énergie. Voilà, des coûts qui se font parfois en détriment justement de la rénovation énergétique de ces bâtiments. Donc ça, je laisserai ça à Landes, mais c'est vraiment aussi un énorme sujet en ce moment qui nous prend beaucoup de temps, autant sur l'actualité que les dark stores. Là, j'extrapole complètement, mais sur les métropoles, on est aussi sur les dark stores. Donc c'est vraiment les deux sujets là, typiquement des derniers jours, qui nous ont pris du temps. Mais c'est vrai que sur les piscines et patinoires, je suis sûr que ça sera des équipements vraiment centraux dans la démarche. On est vraiment sur des équipements vieillissants. Donc bon voilà, ce sera un gros sujet.
L'intérêt aussi de la démarche BICIM Team, elle concorde, elle est dans un contexte plutôt favorable en fait, parce qu'on le voit au niveau des élus. Je ne vais pas dire qu'il y a une culture du numérique qui est phénoménale partout, mais pour autant, depuis 3, 4, 5 ans, on sent vraiment une sorte d'explosion sur l'appétence et sur la capacité justement des élus à avoir une vision politique. Ça, c'est vraiment intéressant. En petite parenthèse, on l'a vu avec les débats locaux 5G. Mine de rien, c'était une actualité qui en disait long justement sur la capacité aussi des collectivités à se saisir de ce sujet. Et on avait enfin un sujet numérique justement qui allait justement dans une dimension politique. Et ça, c'était plutôt intéressant en dehors des débats du pour et du contre. Et c'est vrai qu'en lien avec le BICIM Team notamment, on voit dans les grandes villes et métropoles, notamment au niveau des services d'information géographique, on a des données qui sont de plus en plus étoffées, qui sont de plus en plus solides, qui sont consolidées. On voit aussi au niveau national, avec le lancement du Conseil national de l'information géographique, qu'on a vraiment un sujet de mutualisation. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment des choses qui sont très très intéressantes. Et je pense que la démarche justement BICIM Team, en la développant ou en tout cas en emportant un maximum de collectivités, ça nous permettra aussi de nous jauger, nous, sur la question de la gouvernance locale du numérique et justement sur la façon dont les collectivités, avec les entreprises, et notamment les entreprises délégataires et concessionnaires de services publics, peuvent au niveau local justement s'articuler pour la gestion de la donnée. Depuis plusieurs années, et d'autant plus maintenant, on est sur des questions données d'intérêt général, des données d'intérêt territorial, des données d'intérêt environnemental, quelle que soit la sémantique. En tout cas, il y a vraiment des gros sujets sur la façon dont la donnée peut être bien articulée avec les questions d'aménagement du territoire, quelles que soient les politiques publiques. Là, avec le BIM, on était beaucoup sur les bâtiments, mais si on élargit au CIM et au TIM, on est aussi sur une dimension mobilité qui est assez forte. Et pour nous, c'est assez primordial, eu égard justement aux compétences des collectivités, notamment des métropoles, sur ce qui est autorité organisatrice de mobilité. Là, je pense qu'on est au début d'un cycle, et a fortiori justement avec les enjeux de données et ce que peut permettre le BIM-SIM Team, je pense qu'on est sur une démarche vraiment intéressante également pour les transports. Sur les données, j'ai oublié un petit point. Là où c'est intéressant, on a une prise de conscience politique de la donnée. On le voit dans certaines métropoles. Je parle de Nantes, notamment Nantes Métropole, qui a mis en place une charte métropolitaine de la donnée, qui est très intéressant, qui a un support pas juridique, mais plutôt moral pour l'instant, et justement qui emporte sur l'échelle métropolitaine énormément d'entreprises sur la façon justement dont la métropole et les entreprises, notamment concessionnaires, encore une fois délégataires de services publics, peuvent marcher ensemble justement sur la restitution de la donnée et leur capacité à la mettre en miroir justement des enjeux du territoire et sur tout un champ de politique publique. Donc ça, c'est encore des réflexions qui sont, je ne vais pas dire embryonnaires, qui sont lancées. Le degré de maturité n'est pas forcément le même selon les territoires, quand bien même selon les espaces urbains. Mais pour autant, on est vraiment convaincus, et c'est pour ça qu'on a dit d'accord au PUCA aussi pour se lancer dans l'expérimentation et dans la démarche et pour la valoriser, que ça peut justement nous permettre d'emporter un maximum de collectivités aussi justement sur la question de la donnée et plus globalement sur la gouvernance locale du numérique. Il y a un autre point également, forcément avec les grandes villes et métropoles, on était beaucoup sur le sujet de Smart City, sur la ville intelligente. Là c'est pareil, je ne sais pas si le BIM-SIM Team peut être un pendant de la Smart City, mais en plus on sent qu'il y a vraiment un glissement sémantique de ce qui est vraiment maintenant une Smart City, mais en tout cas on voit vraiment que le projet peut vraiment s'imbriquer dans les démarches. Et maintenant, les Smart Cities, on est encore une fois sur une logique de sobriété numérique avec les capteurs, etc. Mais on est aussi sur une dimension sociale, de performance sociale. Et ça, c'est vraiment intéressant, et je pense que ça va aussi figurer au cœur justement du BIM-SIM Team, parce que forcément, il faut que ce soit une démarche qui parle aux collectivités, aux aménageurs, etc. Mais il faut que ça parle également aux citoyens et aux usagers. Et je pense que là, c'est pareil, il y aura des démarches assez intéressantes justement pour essayer de percevoir et de voir la façon dont les citoyens peuvent être intégrés à ces démarches. Bon, en tout cas, je pense qu'il y a un champ plutôt intéressant là-dessus, et on le voit très bien en lien avec les différentes actualités aussi. Par exemple, on est à la Défense, là il y a un gros sujet, on le porte à France Urbaine, sur la façon dont on peut requalifier le parc tertiaire. Comment l'immobilier justement peut être requalifié et reconsidéré pour en faire des lieux mixtes, des tiers-lieux, voire même des appartements. Il y a vraiment le sujet qui se pose au sein des grandes villes et des métropoles,
Et ça, je suis convaincu aussi que c'est un sujet, en tout cas, qui pourrait être intégré dans le BIM Sim Team. Et il y en a plein d'autres aussi, sur la dimension aussi de la résilience des collectivités. Avec la crise sanitaire, on est aussi sur ce sujet-là, sur la façon dont on peut mettre un peu plus de nature en ville, notamment dans les cours de récréation. On est beaucoup là-dessus en ce moment. Comment on arrive à revégétaliser, remettre aussi des îlots de chaleur, en miroir justement des périodes caniculaires. Bon voilà, il y a vraiment énormément de sujets. Et il y en a aussi un autre, justement, que j'ai failli oublier, et en plus c'est l'actualité législative et réglementaire du moment, sur les ZAN, le zéro artificialisation nette. Et ça, pour le coup, c'est pareil, en lien avec ces questions de revégétalisation. Je pense qu'il y a vraiment un énorme sujet, en tout cas il y a un boulevard pour le BIM Sim Team, pour aborder ces dimensions. Enfin, il y avait un autre sujet également, pardon, c'est un peu fouillé, mais j'ai que 10 minutes, c'est pas forcément évident. Et elles sont écoulées. Elles sont écoulées, je me dépêche. Il y a un dernier sujet, quand Pascal a sollicité France Urbaine, ça m'a fait penser à la mission ville qu'a lancée la Commission européenne, 100 villes climatiquement neutres et intelligentes, donc d'ici 2030, des villes décarbonées, avec un pendant numérique justement qui n'était pas du tout affirmé au tout début et que la Commission européenne ne mettait pas en avant. Mais sur ces 100 villes climatiquement neutres, donc on a 9 villes et métropoles françaises. Et donc justement sur le canevas, le corpus numérique justement que propose la Commission européenne, on a aussi la question des jumeaux numériques. Je sais que la démarche elle est sensiblement différente du BIM Sim Team, mais pour autant on est sur des sujets de modélisation qui s'y rattachent. Et pour le coup, les collectivités se sont vraiment engagées là-dessus. On voit qu'il y a des appels à projets aussi qui pullulent ça et là, et ça fait vraiment écho en tout cas au BIM Sim Team. Donc voilà, mes 10 minutes sont écoulées, mais en tout cas, je souhaitais vraiment mettre en valeur que le fait que le BIM Sim Team, justement, revêt des dimensions techniques, mais avant tout qu'il recouvre aussi des sujets assez politiques. Et encore une fois, avec ce que j'ai dit en préambule sur le sujet de la gouvernance locale du numérique, je pense que c'est quelque chose qui permet de l'affiner et de préciser justement les relations que peuvent avoir les entreprises, quelles qu'elles soient, avec les collectivités au niveau des territoires. Merci beaucoup. Et c'est vrai que l'alignement avec le Green Deal européen et les projets Horizon Europe, et notamment les 100 villes neutres pour le climat, est important. Peut-être même on peut ajouter une autre dimension qui est celle de la production d'énergie dans les villes, puisqu'on est aussi en train de travailler sur la facilitation des énergies renouvelables pour compenser une partie de l'énergie qu'on n'aurait plus à acheter à l'étranger. Donc on voit bien à quel point, et je trouve que à la fois de votre enthousiasme et le foisonnement de vos idées, de vos propositions montre à quel point on va être attentif et en attente de propositions aussi, de solutions qui puissent un peu recouvrir toutes ces questions. C'est ce que disait tout à l'heure Pascal, les appels à projets du PUCA, on a l'habitude de les rendre très très souples et agiles pour essayer de ramasser le maximum d'orientation et de solutions d'application. Et donc, on voit bien le nombre de terrains et de sujets sur lesquels elles pourraient se développer. Donc, on compte bien sur les grandes villes de France pour être éventuellement des maîtres d'ouvrage impliqués aussi de la mise en œuvre de ces différentes propositions. Je passe tout de suite la parole à Cyril Cloup, voilà, qui est à distance. Cyril Cloup, si vous nous entendez, vous pouvez vous mettre en mode... Est-ce que vous nous entendez? Vous pouvez mettre votre caméra, on vous voit. Et donc, vous êtes le directeur général de l'Association nationale des élus du sport. La régie, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous? Bon, parce que alors là... il se passe quelque chose. Béatrice, est-ce que tu peux agir? Qu'on puisse voir et entendre Cyril Cloup. Il ne nous entend pas? Bon, sinon c'est... On peut dire qu'on n'a pas mis le micro, alors c'est difficile de nous entendre. Mais sinon, c'est le micro de l'amphi qu'il faudrait mettre. Je ne sais pas qui est-ce qui gère. Et Marvin, vous savez démerder le truc là-haut? Parce que là, c'est l'ordinateur de droite, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que ça marche. Effectivement, l'amphi... voilà. On a vu... Allez-y, Cyril Cloup. Alors. Voilà, normalement, vous devez nous entendre. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? En tout cas, votre micro est coupé. Oui, bonjour, je vous entends. Parfait. Voilà, parfait. Bienvenue. Excusez-moi, voilà, si vous entendez gentiment. Parfait. Mettez-vous en... Voilà, parfait.
mesdames. Voilà. Voilà, Hélène va vous introduire et après vous avez la parole. Je ne sais pas si on peut mettre à la fois... Vous prenez le bitonio qui est là Donc Cyril Cloup, vous êtes le directeur général de l'Association nationale des élus du sport, accompagné ici dans la salle de Simon Blin, chargé de mission, affaires publiques et développement durable, qui était avec nous cet après-midi. On l'a évoqué déjà à plusieurs reprises dans l'après-midi, les équipements sportifs, et on vient de le rappeler d'ailleurs avec France Urbaine, les équipements sportifs font face à un enjeu majeur de réhabilitation. On se pose des questions à la fois face au coût de l'énergie, mais aussi aux nouvelles réglementations qui sont liées à l'efficacité énergétique des bâtiments. Et donc, vous avez pris l'initiative de vous rapprocher de nous et de ce programme pour utiliser finalement les solutions BIM élargies au CIM et au TIM pour essayer de prendre voilà, des engagements vis-à-vis de ces nouvelles questions qui s'offrent à vous en utilisant les solutions qui peuvent être identifiées par le PUCA, notamment avec on l'a vu cet après-midi, son expérience de l'intégration du BIM dans la maîtrise d'ouvrage HLM, en l'occurrence jusqu'à présent, mais qui est aussi une maîtrise d'ouvrage publique et qui s'est formée au fil de l'eau grâce aux solutions auxquelles on a pu donner accès. Mais on vous écoute. Allez-y pour nous parler un petit peu de cet enjeu. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je veux savoir si le diaporama peut être partagé, que je vous ai transféré ou pas. Alors, on doit l'avoir, nous, dans la salle. D'accord, si vous l'avez. C'est juste une question d'organisation. On vous écoute et on va essayer de le mettre en place. Parfait. Très bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, j'excuse bien sûr Monsieur le Président, Patrick Appéré, Cambéché, ainsi que Anne-Marie Hugas, qui est rapporteure vice-présidente déléguée au sport Est Ensemble Grand Paris, et donc qui est rapporteure du groupe de travail sport durable de l'Andes. Vous avez effectivement, j'ai entendu quelques paroles précédentes, effectivement l'Andes souhaite s'associer en amont par rapport justement à cette problématique quelque part d'anticipation, d'optimisation au niveau de la conception, de l'actualité également au niveau des énergies que l'on voit encore il y a quelques minutes, quelques piscines qui ferment pour les réseaux énergétiques. Et effectivement, je vais vous donner quelques éléments d'information tout d'abord sur ce que le travail sport durable de l'Andes, et en compagnie de Simon qui anime cette commission, et également quelques actualités, je dirais, de l'Andes et des constats récurrents partagés depuis de nombreuses années qui sont mis encore plus au goût du jour aujourd'hui. Mais je pense qu'on aurait dû anticiper en amont, notamment tous ensemble, mais l'urgence est là devant nous et je crois que l'actualité aujourd'hui et votre projet est tout à fait pertinent. Alors, juste un petit point sur le groupe de travail sport durable de l'Andes, comme j'ai dit, en quelques mots, une quinzaine de membres se réunissent régulièrement pour faire un point d'étape sur cette thématique, avec notamment, je dirais, 3 points clés, une feuille de route qui a été élaborée, donc il y a un an, sur tout d'abord les équipements, notamment bien entendu de la conception à la gestion. Vous l'avez dit, redit, je pense, 80% de la propriété des installations sont de la part des collectivités locales. Et nous avons un équipement sur 5 qui a plus de 50 ans d'âge, avec notamment une piscine, une tennis qui arrive en bout de souffle. Et donc là, une vraie problématique, une vraie responsabilité pour les collectivités locales. Le deuxième point, ce sont sur les événements. Là aussi, la volonté des groupes de travail, c'est d'aller vers des démarches un peu plus éco-responsables, notamment car France Incontournable aujourd'hui ont vu l'actualité, et également une vraie difficulté de mesurer l'impact carbone de ces événements. On en reparlera peut-être plus tard sur les outils aussi à disposition des collectivités, à savoir les manier, être formés aussi, et surtout de pouvoir s'améliorer, de pouvoir vulgariser un peu ces outils qui sont parfois un peu, pas complexes, mais je dirais, dans un vocabulaire qui n'est pas forcément évident pour certains élus, certains responsables, on a besoin d'aller plus loin dans cette démarche-là. Et enfin, les derniers points, bien entendu, aujourd'hui sur les énergies, les fluides, avec l'augmentation de coûts liée à la crise internationale que nous connaissons, mais aussi à la crise sanitaire passée, dont on ne parle pas trop d'ailleurs et que j'y reviendrai tout à l'heure sur ce point-là. Donc voilà, ça c'était un petit point rapide sur le groupe de travail sport durable. C'était la deuxième diapositive et je vais passer à la troisième, tout à fait. Vous pouvez continuer, mais essayer d'être concis. Voilà, parfait, merci. Et concernant donc les actualités, quelque part de l'Andes, nombre 3, très rapidement. Tout d'abord, revenir un petit peu en arrière sur une analyse prospective assez inédite
que nous avons piloté avec l'ensemble des acteurs du sport qui ont bien voulu partir de cette aventure et cofinancer cette étude, notamment avec l'ANS, le ministère des Sports, CNOSF, CPSF, Union Sport Éthique et l'Andes. Vous dire que justement, dans cette étude-là, c'était l'idée de travailler ensemble pour justement voir loin, voir les sports en 2035. Et l'origine est bien, encore une fois, de la crise sanitaire, parce que, rappelez-vous, il y a quelques années, en mars 2020, tous les équipements étaient fermés, sidération absolue, sauf qu'on se disait comment repartir, quels moyens. C'est comme ça que l'ANDES a proposé de travailler sur un protocole sanitaire en partant de rien du tout, car rappelez-vous, c'était inédit, personne ne savait comment se débrouiller. Et grâce à cette force collective, on a réussi à travailler ensemble sur les protocoles sanitaires, d'abord sur les gymnases, ensuite les piscines, puis sur les stades et les arènes. Quelque part, en travaillant comme ça ensemble dans l'urgence, on se dit, mais pourquoi ne pas continuer à avoir ensemble une vision commune? Et c'est comme ça qu'est née cette analyse prospective-là, que le conseil d'administration de l'ANS a adopté, accepté et voté, pour que justement, on puisse travailler ensemble sur les enjeux incontournables que tous les acteurs du sport devront prendre en compte dans les années à venir. Donc, quelque part, ce qu'il a été dit, c'est dire que ces enjeux-là est au nombre de 3. Résumé, je fais très vite. Tout d'abord, bien entendu, la santé publique pour les citoyens est incontournable par rapport au vieillissement de la population. Les aspects sociaux, incontournables par les fractures, c'est un mot fort, mais effectivement, les difficultés, l'hétérogénéité, les situations. Et ensuite, l'environnement, bien entendu, qui est aujourd'hui la raison d'être de notre travaux, avec des impacts, des premières propositions, notamment sur la pratique sportive, sur également, je dirais, le format géographique des compétitions, sur l'organisation des événements, donc tout ce qui a trait au sport, l'activité physique, tous les impacts potentiels, nous avons élaboré des propositions. Donc, je vous invite à la voir si vous le souhaitez sur le site de l'ANDES et autres, elle est disponible. Elle a été présentée au mois de mai dernier et déjà donné des perspectives, je dirais même des évolutions qu'on ne pensait pas venir aussi rapidement, que l'on voit déjà aujourd'hui. Voilà un petit peu sur cette étude-là qui me paraissait très intéressante, sur la réflexion que nous avions eue collectivement. Enfin, le deuxième point d'actualité, là aussi, sur le groupe de travail ministériel sobriété énergétique du sport. Simplement, il a été lancé donc très récemment par deux ministres du sport et de la transition écologique. Vous dire que l'ANDES a fait 3 premières propositions opérationnelles. Dans un premier temps, pour un petit peu marquer, on va dire, le territoire, notamment, vous l'avez vu, sur la réduction des températures, notamment de degrés dans les installations. Donc là, c'est quelque chose qu'on va travailler très fortement dès l'hiver venant. Une formule qui est tenue l'hiver sportif, c'est-à-dire globalement aussi réfléchir à réduire, voire à limiter la pratique sportive interdite lors des journées rouges, par exemple, où vraiment il y a un fort pic de consommation et que nous devons tous contribuer à l'effort de modération énergétique. Et enfin, un dernier point qui peut encore plus nous intéresser par rapport à la thématique aujourd'hui, un plan de relampage, entre guillemets, des salles et des stades pour essayer de faire des gains immédiats, clairement en termes d'énergie. Je veux juste vous dire que fin de semaine qui arrive l'année prochaine, l'ANDES fera des contributions plus officielles, plus globales sur justement cette thématique de court terme et moyen terme. Et nous proposerons justement des travaux, des actions qui vont devoir nous engager tous et toutes. Ça, c'était le deuxième point. Et dernier point d'actualité encore plus, avec l'évidence des piscines, vous le savez, vous dire que l'ANDES a porté, et cela bouge encore, a porté donc une demande d'interdiction systématique de vidange lors des périodes de sécheresse ou de crise énergétique, tout simplement une question de bon sens. Et je crois que là aussi, un vrai travail de fond est à faire avec les ARS et sera en cours avec les ministères. Juste pourquoi je vous dis cela aussi, parce que, encore une fois, en 2015, déjà, l'ANDES avait fait réduire de 2 à 1 vidange par an le nombre de vidanges réglementaires. Et résultat des courses, c'était plus de 30 millions d'euros d'économies par an pour les finances locales. Et bien entendu, de l'eau également, qui est encore une fois préservée, voire réutilisée dans d'autres besoins. Et vous dire que là aussi, on avait déjà un peu anticipé ces coûts de fonctionnement, ces difficultés des collectivités qu'il fallait justement prendre en compte. Et parfois là aussi, bien faire comprendre parfois les difficultés locales, mais aussi que les administrations, que les institutions viennent bien nous écouter et nous entendre par rapport à des difficultés. Juste vous dire que cela est possible aujourd'hui. Pourquoi? Parce que depuis 40 ans, 50 ans, tout simplement, les qualités de filtrage de l'eau, de gestion de l'eau ont largement évolué. Et juste pour l'anecdote, en Europe, il n'y a quasiment pas de vidange réglementaire annuel obligatoire. Il n'y a quasiment qu'en France que cela est obligatoire et en Belgique. Bon, là aussi, un travail à faire avec tous les acteurs pour justement justifier un petit peu ces différentes mesures. Donc voilà, c'était l'actualité résumée. Là, je vais en venir rapidement au dernier diaporama sur les constats récurrents, justement, que je voulais partager avec vous sur la 4e diapositive.
qui sont des constats très importants. Bien entendu que je pense que tout le monde acceptera, sera d'accord, c'est notamment le fait que l'ingénierie, la conception ont forcément un impact déterminant sur le fonctionnement des installations. Quelques chiffres clés pour situer la problématique que vous connaissez. Tout d'abord, dans le fonctionnement annuel, il est estimé que cela représente à peu près en moyenne 5 à 7% du coût d'investissement. Donc, chaque année, quelque chose à prévoir. Et un autre point qui me semble très intéressant et éclairant à évoquer, c'est que sur la durée de vie totale de l'équipement, donc 40 ans, 50 ans, je sais que l'économiste M. Augustin avait évoqué ces chiffres clés-là, très intéressants. Tout d'abord, il disait qu'il y avait 5% qui étaient consacrés à l'ingénierie, 20% à l'investissement et les 3 quarts restants au fonctionnement annuel. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, on sait très bien que quand on investit, qu'on investissait peut-être auparavant, on ne prenait pas assez en compte les coûts totaux de fonctionnement. Et qui désormais, quand vous regardez la durée totale de vie de l'équipement, représente les 3 quarts. Donc là aussi, voilà l'enjeu pourquoi de bien réfléchir avant est très important pour optimiser ces coûts de fonctionnement. Le deuxième point, c'était la crise sanitaire. Effectivement, la crise sanitaire, mais aussi la crise énergétique, effectivement, comme il dit, remettent au centre du jeu quelque part ces coûts de fonctionnement, leur maîtrise. Mais je voulais aussi rappeler encore une fois que cette existence, ce n'est pas nouveau. Déjà dès la crise Covid-19 sanitaire, bon nombre de piscines, d'équipements énergivores ont fermé. On parlait de patinoires, des gymnases, que déjà il y avait cette problématique d'un modèle économique dégradé qui était vraiment prégnant pour les collectivités locales comme d'autres acteurs privés ou publics. Donc voilà un peu un constat également de ce déficit structurel quelque part à ces équipements qui fait que les crises successives ont aggravé finalement et rendu parfois difficile ou parfois impossible l'ouverture des équipements. Et donc au regard de ces coûts, forcément, il est nécessaire de bien réfléchir à l'ensemble des facteurs aujourd'hui pour la conception de l'installation sportive, quelle qu'elle soit, pour les collectivités, c'est incontournable. Alors, clairement, on a évoqué aussi dans l'équipe piscine qu'on a pu faire, on parle de l'aspect économique, bien entendu, écologique et énergétique. Alors, pas si on peut le résumer sur le format des 3 E, mais effectivement, aujourd'hui, il est incontournable de prendre en compte ces éléments-là structurels durables pour toute réalisation d'équipement. Et enfin, pour finir à cela veut dire qu'effectivement, il faut réfléchir davantage, réfléchir à de meilleures performances énergétiques des bâtiments sportifs. On parlait de recherche, mais aussi, pourquoi pas, des dispositifs France 2030, pour que justement, on puisse, encore une fois, proposer de meilleurs concepts plus performants auprès des collectivités locales. Ce que je veux dire par là, en conclusion aussi, c'est qu'on a, je pense, bon nombre de dispositifs qui existent aujourd'hui que l'on peut appliquer. Mais je pense que le fait que chacun puisse réfléchir dans son côté, qu'on n'arrive pas à agréger aujourd'hui des capacités, des compétences de réflexion, des acteurs privés, des acteurs publics, aujourd'hui, nous sommes en manque de concepts performants énergétiquement. Et forcément, je crois que là aussi, il faudra dire clairement que les scénarios qui seront choisis auront leurs contraintes comme leurs atouts. Je crois que là aussi, peut-être la notion de tout confort aujourd'hui que l'on avait, la notion des grands espaces que l'on avait, il faudra réfléchir à deux fois sur, dès la conception, dès l'ingénierie, voilà un petit peu les coûts de fonctionnement, voilà un petit peu les services que l'on peut proposer avec ce type de concept. Voilà, c'est un petit peu une synthèse globale que je voulais vous proposer rapidement, en vous disant qu'effectivement, la réflexion d'aujourd'hui est d'autant plus nécessaire pour aider les collectivités justement à prévoir à l'amont, à mieux connaître les fonciers, à mieux connaître effectivement, je dirais, tous les facteurs dont elles disposent avant de faire les choix pertinents, parce que l'élu, encore une fois, c'est un généraliste du sport, il ne maîtrise pas toutes les palettes, encore une fois, d'un projet sportif, mais il a besoin d'être aidé, il a besoin d'avoir les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. Voilà, un petit peu que je peux vous dire assez rapidement. Je m'en excuse. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci à vous. C'était très rapide et très intéressant sur le fond, avec beaucoup de propositions déjà. En plus, on est quand même dans une période où on se mobilise tous un peu pour faire valoriser le sport, notamment dans la ville, au travers de l'accueil des Jeux Olympiques de 2024. Donc, on voit bien qu'on est dans une espèce de contradiction à peiner à gérer des équipements sportifs quand en même temps on essaye partout en France de développer la pratique du sport. Donc très intéressante intervention, notamment pas seulement sur la conception, même si elle arrive à la fin plus sobre des équipements, mais aussi sur la capacité à les rendre plus smart. Alors on va sortir de la Smart City solutionniste pour rentrer dans la Smart Swimming Pool. Mais en tout cas, on comprend qu'il y a quand même un enjeu à mettre un peu d'intelligence dans la gestion de ces équipements très énergivores et puis très aquavores dans les périodes de sécheresse. Merci à vous.
Je passe tout de suite la parole. Alors, vous pourrez réagir peut-être dans le temps d'échange si vous avez des points à compléter, mais on va avancer un petit peu sur la table ronde. Et M. Blin de l'Andes pourra vous répondre. Oui, voilà. Monsieur Blin nous répondra dans le temps d'échange qu'on souhaite quand même rendre un peu interactif. Alors, Vincent Ossillou, vous êtes directeur du département économie au service à France Stratégie, service interministériel rattaché au Premier ministre. Qu'est-ce qui vous amène à nous sur ce programme BIM Team Team et comment est-ce que vous pouvez inscrire cette logique d'expérimentation dans les programmes et finalement les stratégies qui sont soutenues par votre organisme au service notamment, on l'a vu, hein, c'est vraiment d'actualité, des plans nationaux de transition écologique, énergétique et de sobriété. Alors c'est un programme absolument très intéressant et fondamental. Nous avons par exemple, je cite l'exemple de la proposition de France Stratégie d'opérateurs ensembliers qui correspond en fait je vous entends. À la troisième option dans le cadre du rapport de la mission Sichel de mon accompagnateur Rénov'. Donc la troisième option. Où... Vous avez coupé le son, je ne sais pas si vous voulez me solliciter, excusez-moi, mais... Vous avez coupé votre propre son. En fait, on a coupé l'amphi et on a laissé Cyril Cloup. Il faudrait faire l'inverse. Je dis ça à la régie, mais je ne sais pas s'ils nous entendent. Et donc, l'opérateur ensemblier, c'est le concept d'une entreprise maître d'œuvre qui porte l'investissement de la rénovation du bâtiment et qui se rembourse. Je ne vous entends pas quand vous avez coupé le son, votre micro, je pense. On s'en occupe. Effectivement, une petite erreur de stratégie. Et donc, l'entreprise se rembourse en récupérant la plus grande part des économies d'énergie sur la facture d'énergie du particulier. Donc, pour le particulier, il n'a pas à s'endetter, il n'a pas à financer le reste à charge, il n'a pas à payer. Son budget n'augmente pas par rapport à la situation où il ne fait pas la rénovation énergétique, puisqu'en fait sa facture du coup correspond à la facture qu'il aurait dû payer s'il n'avait pas fait la rénovation énergétique. Et donc là-dessus, bien évidemment, les outils numériques, toute la maîtrise du bâti sont absolument essentiels pour que les opérateurs ensembliers puissent identifier les bâtiments pour lesquels la rénovation énergétique et la bonne gestion de la consommation énergétique peuvent permettre donc de financer les travaux de rénovation. On a fait un travail notamment avec le CIRED qui, sur la base des prix de l'énergie avant la crise énergétique que nous vivons maintenant, c'était un tiers du parc des logements privés qui pouvaient être rentabilisés, ou sur lesquels la rénovation énergétique pouvait être rentabilisée par les économies sur la facture énergétique avec un maximum de 20 ans. Et donc, bien évidemment, dans le contexte actuel, c'est une part nettement plus importante du parc de logements privés. Et bien évidemment, les données, tous les outils numériques pour à la fois optimiser le coût de la rénovation énergétique et également ensuite pour faire la part entre ce qui, dans la consommation, est un impact de la performance, de la meilleure performance suite à la rénovation énergétique, ou bien du changement de comportement des particuliers qui habitent dans le logement, ou bien l'achat d'un nouvel équipement, par exemple une voiture électrique ou autre. Et donc là, il y a des initiatives de ce point de vue-là et le développement d'outils numériques qui permettent de faire justement la part entre la répartition de la consommation d'énergie et donc de faire le partage pour l'opérateur et pour donc les particuliers qui sont dans les logements des économies d'énergie. De ce point de vue-là, c'est très intéressant donc dans le cadre de l'appel à projet BIM Team Team de pouvoir donc faire l'évaluation de ces expérimentations et de ces expériences dont certaines sont déjà en train d'être développées. Il va y avoir d'ailleurs un appel à projet là-dessus. Et par ailleurs, on sait que l'intérêt notamment de passer au territoire
de rénovation et donc de développer des stratégies. Nous sommes en échange déjà avec des collectivités territoriales qui sont engagées de ce point de vue-là pour sélectionner un opérateur ensemblier sur leur territoire, ce qui va faire gagner énormément en confiance pour les particuliers, qui va également aussi aider à communiquer sur le concept, mieux faire percevoir par les particuliers dans les copropriétés ou dans les maisons individuelles l'intérêt du concept, puisqu'ils n'ont pas à payer, ils n'ont pas à s'endetter, ils n'ont pas à dépenser plus que s'ils ne faisaient pas la rénovation énergétique. Et du coup, ce concept-là pourra se développer à l'échelle de villes, de territoires, de quartiers, avec, bien évidemment, on le sait, une meilleure optimisation des rénovations énergétiques grâce aux économies d'échelle que l'on fait lorsqu'on traite sur un quartier, sur une ville, sur un territoire, grâce également, bien entendu, aussi à la gestion de l'énergie fatale que l'on peut mieux gérer quand on est sur une zone, un territoire de rénovation, plutôt que quand on est juste sur un bâtiment. Donc ça, ce sont des éléments très importants et que le BIM Sim Team permettra justement de mettre en avant dans la réalisation de ces expérimentations d'opérateurs ensembliers et de communiquer justement sur les expériences positives et les outils numériques qui auront été développés pour permettre d'optimiser cette solution. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que ça résonne avec un autre programme du PUCA qui est aujourd'hui terminé autour des sociétés publiques de tiers financement de la rénovation énergétique qui avait justement un peu cette vocation, depuis les collectivités locales, de massifier la rénovation, en tout cas sur les parcs de logements sociaux. C'était surtout sur les parcs de logements sociaux un peu privés. Mais on voit bien à entendre le tour de table que la question n'est pas que celle du logement et que si ces opérateurs venaient à se développer, ils pourraient aussi s'attaquer à d'autres équipements publics ou d'autres programmes immobiliers dans le domaine des collectivités locales notamment. Merci à vous, Vincent Ossillou. Je passe tout de suite la parole à Paul Saraïs, donc à l'Union sociale pour l'habitat, un partenaire historique du PUCA. Vous l'aurez compris, on avait cette vocation. Le plan construction créé en 1971 était le plan d'innovation dans la construction de logements sociaux en particulier. Et donc on a gardé ce partenariat très fort avec le monde du logement social. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du programme BIM vers le Sim Team? Vous étiez un partenaire à de nombreux congrès HLM. On est venu parler des résultats du programme BIM depuis quelques années. Comment est-ce que vous imaginez, en étant plutôt des opérateurs immobiliers, mais quand même aussi intéressés de plus en plus à l'emprise finalement foncière dans laquelle vous intervenez, que ce programme puisse vous rendre des services? Vas-y, ça marche tout seul. Ça marche tout seul. Donc oui, effectivement, au niveau de l'USH, on a cette ancienneté du partenariat. Je ne saurais pas l'incarner personnellement, puisque l'USH et le PUCA, ça fait longtemps qu'ils travaillent sur le sujet. Après, c'est toujours précieux pour tout le travail du réseau que l'on a au niveau de l'USH que d'avoir... Non, pas bien. J'ai l'impression qu'il ne marche plus. Allez, hop. Le micro était fatigué. Donc c'est toujours précieux au niveau de l'USH d'avoir tout ce travail autour des retours d'expérience, puisque ça alimente la réflexion au niveau du mouvement et diffuser effectivement la pratique du BIM auprès des différentes maîtrises d'ouvrage HLM. Et c'est vrai qu'on a sous les yeux encore de la documentation produite que l'on diffuse auprès des adhérents de l'USH. Pour le futur appel à propositions, il y a vraiment des convergences à développer autour de ce qui est sujet de réflexion et d'expérimentation des bailleurs. Il y a un sujet qui a été pas mal travaillé, c'est la notion de continuité entre le BIM conception et le BIM gestion. Ça a été dit tout à l'heure, pour la maîtrise d'ouvrage social, c'est vrai qu'il y a un enjeu de réflexion sur les gains que l'on va avoir en exploitation maintenance. Le BIM y contribue de par la meilleure connaissance du patrimoine. Donc ceux qui sont engagés dans le BIM gestion, la réflexion maintenant, c'est de savoir comment je gère ma continuité avec l'acquisition de la donnée,
soit dans le cadre de la numérisation du patrimoine, c'est le retour d'expérience que l'on a eu, soit à travers l'exploitation des maquettes de conception. Et donc ça, c'est tout un travail assez précis à réaliser pour voir quelle est les différentes formules que l'on peut envisager, quel est le niveau de maquette dégradée que l'on veut recueillir, et donc être clair aussi sur le travail qu'on va engager avec la maîtrise d'œuvre pour savoir quelle est la maquette que l'on veut récupérer pour alimenter nos différents systèmes d'exploitation, enfin de suivi progiciel de gestion du parc. Donc il y a ce travail-là qui a été engagé. Il serait intéressant de pouvoir continuer à l'expérimenter et le partager aussi avec les aménageurs, parce qu'il y a cette réflexion qui est de se dire un aménageur va gérer plusieurs programmes immobiliers, entre autres, avec des bailleurs, avec des promoteurs. C'est toujours intéressant de se dire, entendez la parole des bailleurs sociaux pour voir comment est-ce que on peut aider à définir, à contribuer un cadre commun de structuration de données pour faciliter l'exploitation maintenance derrière des programmes résidentiels. Et puis il y a un autre sujet peut-être à partager. On en a touché un mot, mais c'est vrai que quand on est à l'échelle de la ville ou du territoire, il y a les espaces pleins, ceux des architectes, ceux qui sont construits et qui sont occupés, les espaces vides. C'est le sujet effectivement du sol artificialisé ou non. Bon, on sait que la définition de ce qui est artificialisé ou non à travers les décrets d'USAN sont un peu complexes en ce moment. Mais demain, c'est aussi de l'information géographique à produire, à documenter, à centraliser. Les bailleurs exploitent et gèrent des logements, mais aussi des espaces verts. Aujourd'hui, on a peu d'informations centralisées, disponibles. Je ne passe pas forcément d'informations modélisées sur tout ce qui compose pelouse, arbres, etc., donc modélisées en 3D, mais au moins pouvoir avoir ces couches d'informations pouvant être mises à disposition de ceux qui gèrent aussi ce patrimoine hors logement. Merci beaucoup. Effectivement, on ne l'avait pas encore beaucoup exprimé, mais la préoccupation du zéro artificialisation nette, ça a été un peu dit tout à l'heure par Sébastien Tison, va aussi nous obliger à regarder différemment le sol sur lequel on construit ou on réhabilite et la manière dont on prend en considération aussi les services écosystémiques de ce sol qui n'est pas systématiquement artificialisé et qui pourrait même l'être moins à l'avenir. Ça fait quand même beaucoup de questions qui sont soulevées. On demande beaucoup au BIM Sim Team. Je ne sais pas si on arrivera à résoudre toutes ces questions, mais en tout cas, c'est intéressant si on arrive au moins à y contribuer et surtout à marier des outils numériques avec ces politiques publiques qui sont très fortement exprimées par nos interlocuteurs. Alors, Gérard Senior, vous êtes à l'UNSFA, l'Union syndicale des architectes. Chargé de la prospective métier et de l'innovation. Vous êtes également président de la commission AFNOR développement durable dans la construction et récemment élu président de Calibat, si je ne dis pas de bêtises. Félicitations, parce que votre prédécesseur illustre a quand même marqué le fauteuil. Et donc, on va vous entendre sur ce qui vous intéresse dans ce programme et comment est-ce que vous en voyez un petit peu le développement. Alors, ce qui nous paraît très intéressant là, dans ce programme-là, c'est que jusqu'à présent, on s'intéressait dans le BIM à tout ce qui était bien sûr conception et puis ensuite toute la chaîne aval. Donc, on a créé ADN Construction, qui est l'association pour le développement du numérique dans la construction, avec l'ensemble des filières, notamment entreprises et puis conception et maîtrise d'ouvrage. Et on participe aux travaux sur le fameux plan BIM qui se perpétue au-delà de 2022. Donc on s'est intéressé à toute cette partie-là. Et ce que je trouve très intéressant dans cette proposition, c'est tout ce qui est amont. C'est-à-dire toutes les données dont on a besoin en conception pour concevoir correctement un bâtiment, qu'on allait chercher de manière assez diverse suivant nos relations, nos connaissances du terrain, etc. Alors qu'on sent bien qu'il y a beaucoup de données maintenant, mais qui sont un peu silotées. Et que l'intérêt du programme, c'est de pouvoir avoir une approche horizontale au niveau de ce qui est de l'environnement proche du bâtiment. On a un certain nombre de données auxquelles on peut accéder. Et d'autre part, comment mettre en relation le bâtiment avec son environnement proche et un peu plus lointain aux différentes échelles. Et c'est l'intérêt de cette que l'on trouve dans cette approche-là. Et
on va avoir des données sur la biodiversité, sur les aspects hydrologiques, sur tous les risques qui sont liés, tous ces éléments-là dont on a besoin avant de commencer à travailler. C'est des choses qu'on utilisait déjà dans le cadre des certifications HQE notamment, et c'est toujours d'ailleurs un des critères de la relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement. Et c'est grâce à toutes ces données-là qu'on va pouvoir, et qu'on peut déjà, puisqu'on l'utilise, pour savoir quel est le potentiel géothermique, par exemple, d'une parcelle, pour savoir justement par rapport à l'énergie et tout. Et d'autre part, l'intérêt aussi, c'est cet aller-retour du changement d'échelle. On est à l'échelle du bâtiment, mais aussi quand on travaille sur les îlots de chaleur urbains, on a une échelle qui est beaucoup plus grande. D'autre part, lorsqu'on a une parcelle, on voit aussi qu'on a besoin d'échanges à la fois de services, à la fois on a besoin d'avoir une échelle plus importante pour avoir une chaufferie qui est beaucoup plus performante si on a une échelle autre que celle du bâtiment. Et ces relations-là sont importantes, notamment aussi sur les filières locales. Les filières locales à la fois sur les matériaux, sur le développement local, qu'est-ce qui existe justement qui sont en lien avec les matériaux de construction. Et ces éléments aussi sont importants dans notre approche pour pouvoir avoir une relation forte du bâtiment avec son environnement. Et ça traite aussi de l'économie circulaire, bien entendu, et de toutes les externalités du bâtiment. Et par exemple, on peut prendre l'exemple du biogaz, qui est une solution assez intéressante du point de vue ressources énergie renouvelable, où là, on a un lien entre l'aspect économique, l'agriculture et la construction. C'est assez nouveau, ça, la relation entre l'agriculture et la construction et dans le développement local. Et donc, ces éléments-là sont assez intéressants. D'autre part, la participation des usagers, ça, c'est plus lié au BIM, et la participation des usagers pour pouvoir mettre l'usager final dans un environnement 3D virtuel qui lui permet de visualiser à la fois son logement, son bâtiment et tout son environnement. Tout ça, c'est ce qui favorise aussi, dans notre conception, la relation avec l'usager final. Et dernier élément aussi, c'est la mutualisation des besoins. C'est-à-dire qu'au niveau d'un territoire, lorsqu'il y a des besoins de parking, de charge de voitures, avec des bâtiments qui sont des bâtiments de bureaux, on a effectivement une mutualisation possible avec le logement. Donc tous ces éléments-là, ça nous permet d'avoir une échelle plus importante que seulement la parcelle et le bâtiment. Et c'est des éléments de traitement de ces données qui vont être la clé du futur pour nous. Merci beaucoup, et on voit bien tous les enjeux d'optimisation qu'il y a derrière, ces mutualisations à l'échelle du quartier, des services associés à l'habitat et au logement. Déjà, il y a eu des velléités, notamment je pense aux voitures électriques, d'inscrire dans les textes encadrant les permis de construire la possibilité d'instaurer des contrats entre futurs copropriétaires, etc. On voit à quel point c'est compliqué. En fait, ça doit se gérer dans une espèce de contractualisation territoriale dont on ne connaît pas encore bien les cannes, mais qui pourra peut-être être expérimenté dans le cadre de ce programme. Alors, on avait prévu d'interroger, donc ça a été dit, Jean-Luc Salaberry, chef du département numérique de la Fédération nationale des collectivités concédantes en réseau, FNCCR. Peut-être je propose que Pascal dise un mot de l'intérêt qu'il porte à ce programme. La FNCCR travaille régulièrement avec le PUCA sur d'autres sujets d'innovation et de recherche, notamment sur l'énergie et les boucles locales d'énergie, avec l'ambition d'identifier les gouvernances à la bonne échelle pour mieux adosser consommateurs et producteurs d'énergie, d'électricité en particulier. Et donc, ce sont des partenaires du PUCA également anciens. Et donc, pour ce programme, Pascal, est-ce que tu peux parler en leur nom? Non, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas les préoccupations de la FNCCR sont assez proches de ce que notre ami de France Urbaine a pu vous exprimer. Alors les piscines, plein pot, les équipements sportifs, plein de pot, parce que alors là on est au cœur du défi énergétique immédiat. Cyril Cloup l'a rappelé, nous a quittés, mais notre ami M. Blin va pouvoir rebondir s'il y a des questions dessus. Donc là, on est clairement dans un sujet totalement au cœur du sujet, parce que si on ne fait rien rapidement, la plupart des équipements sportifs vont s'arrêter, tout simplement, parce qu'il n'y a plus d'argent.
parce que l'énergie coûte trop cher. Et au-delà de ça, comme ça a été dit tout au long de la journée, la FNCCR est très très soucieuse effectivement de toutes les économies d'énergie, de tout ce qu'on peut faire, tout azimut sur ces grands sujets. Et effectivement, le numérique pour eux est essentiel. Alors, ils ne méconnaissent pas la difficulté, notamment des collectivités territoriales de petite taille, non pas en kilomètres carrés, mais en nombre d'habitants, qui font ce qu'elles peuvent, à qui on demande tout et avec peu de moyens. Mais pour eux, c'est ça l'essentiel. Les agglos, ça se débrouillera. D'ailleurs, notre ami de France Urbaine l'a bien dit, avec toutes les difficultés et les enjeux qu'on va traiter ensemble. Mais la FNCCR regarde d'un œil très très inquiet quelque part, mais avec plein d'allants, les communes de plus petite taille et les communes rurales qui sont par rapport à ces sujets-là avec un problème de plus qu'elles ne savent plus comment gérer et sur lesquelles elles comptent beaucoup, non seulement sur l'aide de l'État et sur l'aide des agences, bien évidemment, pour ce qui est du financement, mais sur l'aide tout court. Et le numérique peut quelque part, même si c'est à 100 lieues de leurs compétences, de leurs imaginations, de leurs possibilités, où les ordinateurs qu'ils ont sont souvent inopérants, mais bon... il y a vraiment un enjeu territorial tellement essentiel que voilà, je vais dire, j'ai tout dit et j'ai rien dit, mais tout reste à faire. Merci, dis donc, quelle ambition. Je vous propose qu'on prenne quelques questions. J'ai juste deux points qui ont émergé dans la discussion et qui me paraissent assez cruciaux, sur lesquels je rebondirai volontiers, puis on va prendre quelques questions et vous laisser refaire un tour de réponse. Un qu'on a évoqué rapidement, il me semble que c'était Sébastien Tison, c'est celui de la gestion de la donnée. On voit bien à quel point, et c'est très important de s'y confronter sur des projets concrets, on va avoir une question d'accès aux données qui va pas du tout être évidente dans ce programme, notamment à l'échelle celle des gestionnaires de réseau en particulier, dont on sait qu'il est très difficile de l'obtenir sous une forme, disons, utilisable. Mais peut-être d'autres données dont on n'a pas encore bien mesuré aujourd'hui lesquelles elles sont, y compris, on en a parlé, des données liées aux écosystèmes, à la biodiversité, etc., qui ne sont pas des données urbaines traditionnelles ou à la perméabilité des sols, par exemple, sur lesquels on va devoir aussi peut-être construire des données nouvelles. C'était un premier point. Et le deuxième point, je pense qu'on a évoqué aussi rapidement, à propos notamment des équipements sportifs, même s'ils ne sont pas les seuls dans ce cas, et puis en croisant avec l'idée de la lutte contre l'artificialisation, c'est qu'en fait, beaucoup des projets de demain seront sur le déjà là, et de plus en plus, puisqu'on va essayer, dans la mesure du possible, d'être sobre en foncier, et de plus en plus sobre en foncier. Ça veut dire soit du recyclage urbain sur des friches, soit de la transformation d'équipements existants. Et donc, l'une des difficultés aussi, elle va être d'arriver à numériser des choses qui ont été construites à des époques différentes par des opérateurs différents, dont la connaissance n'est pas toujours complète. Alors, on l'a vu à l'échelle du bâtiment, il faut quand même repasser derrière pour s'assurer que ce qui a été dessiné a bien été construit. Mais si on ajoute en sous-sol tout un tas de réseaux différents, en sur-sol des éléments de mobilier urbain et puis ce qu'il y a dans les bâtiments, voilà, on arrive sans doute à une complexité de numérisation et de modélisation qui, jusqu'à présent, n'a peut-être pas été explorée énormément. Donc je pense que c'est deux gros enjeux, en fait, dans les années à venir et au regard de ce programme BIM Sim Team qui se présente à nous. Et ça ressort de cette discussion. Alors, je vous propose de prendre quelques questions, si vous en avez. Je vous avertis dès maintenant que vous allez être exonéré de la clôture parce que notre directrice générale n'a pas pu se libérer. Donc, on aura terminé après les échanges de questions et un petit mot d'au revoir. Ou des réactions, d'ailleurs. Vous pouvez réagir aux propos des uns et des autres entre participants à la table ronde. N'hésitez pas, vous complétez. Vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé complètement? Ah bah non. Pas de regret? Bon, alors simplement vous dire que le cahier des charges a été mis en ligne pendant l'après-midi, donc vous le trouverez sur le site internet du PEK, ainsi que la grille tymétrique dont on vous a parlé. Et donc, toutes vos questions hors réunion sont évidemment les bienvenues. Vous les poserez à Pascal, éventuellement à Marc Jaouen, qui seront vos interlocuteurs.
Et maintenant, il n'y a plus qu'à nous proposer des propositions intéressantes et enthousiasmantes pour qu'on puisse vous marier à des maîtres d'ouvrage eux-mêmes visiblement assez pressés d'agir. Pas seulement parce qu'ils en ont l'intention, mais parce que malheureusement, le contexte nous y invite. Voilà, merci à tous pour votre participation. Il y a aussi l'appel à candidature des AMO, je le répète. Bon, c'est l'UNSA principalement qui va servir de relais auprès des architectes et des urbanistes qui vont se positionner pour vous aider tous. Mais comme vous avez tous, tout maître d'ouvrage confondu, vous réclamez systématiquement des AMO pour tout, on va essayer de sélectionner les gens, on va recueillir les propositions, analyser si elles sont sérieuses ou pas, et les mettre en ligne, grâce à l'UNSFA notamment. Merci à tous, bonne soirée, au revoir.